Ce lundi 11 septembre, la NASA annonçait, grâce à des données issues du télescope spatial James Webb, la découverte de ce que l'on nomme une biosignature, et ce dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b. Mais sans la fantasmer, que signifie concrètement cette découverte? À quoi peut réellement ressembler cette exoplanète? Que sait-on réellement et que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, c'est surtout ceci que je vous propose de faire le point dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle histoire d'exoplanète. Pour commencer cet épisode, je crois qu'il est important de commencer par la base. Et pour cette base, laissez-moi vous emmener à 124 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Lion. Nous y avons en effet rendez-vous avec l'étoile K2-18, qui est aussi connue sous le doux nom d'EPIC 2019-12-55-2. Cette étoile fait partie d'une catégorie d'étoiles particulièrement répandues, que l'on nomme les naines rouges. D'environ la moitié de la masse et de la taille de notre Soleil, K2-18 souffre aussi probablement du même défaut que toutes les naines rouges, leur colère. J'en ai déjà parlé au cours de différentes histoires d'exoplanètes, tout comme de K2-18, la playlist sera en description, mais bref, les éruptions de ces étoiles peuvent en effet être particulièrement fortes et bombardant leur surface de rayons X, les stérilisant ainsi. Mais en parallèle, une exoplanète ayant une masse suffisamment élevée et étant suffisamment ferreuse pour supporter un champ magnétique important, le tout couplé à une atmosphère suffisamment épaisse, pourrait aussi très bien présenter des conditions favorables au maintien de la vie, et ce envers et contre tout. D'ailleurs, c'est aussi un point que je tenais à aborder et à vous inviter à garder dans un coin de votre tête tout au long de l'épisode. Les conditions qui peuvent faire d'une exoplanète un monde habitable sont à la fois simples et complexes. Un petit rien peut aisément changer la donne et rendre cette planète totalement stérile, ou au contraire tout l'inverse. Ce qui m'amène au sujet du jour. Car autour de cette étoile tournent en effet deux exoplanètes. K2-18c, une mini-Neptune de 8 masses terrestres qui est un monde proche de son étoile et brûlant, et la dernière découverte en date, et K2-18b qui est elle dans la zone habitable de son étoile. Car oui, parenthèse rapide, mais les planètes sont nommées B, C, D et ainsi de suite en fonction de leur ordre de découverte et non de leur proximité avec leur étoile. Histoire de ne pas changer le nom lorsqu'une planète plus proche de son étoile que les autres est découverte. K2-18b est une exoplanète d'environ 8 fois la masse de la Terre, pour environ 2 fois son rayon. Elle se classe donc elle aussi dans la catégorie des mini-Neptunes. Mais attention, j'en ai parlé dans un épisode, mais mini-Neptune est un terme particulièrement fourre-tout. En fait, il désigne une classe de planètes dont la masse est supérieure à la Terre et inférieure à Neptune. Et malheureusement, c'est aussi le type de planète le plus courant de l'univers avec toute la diversité que ça impose. Alors autant vous dire que le terme de mini-Neptune peut tout aussi bien désigner une grande planète rocheuse avec une faible, voire inexistante atmosphère, qu'une planète rocheuse de taille moyenne ou une planète comparable à Neptune. On ne peut donc clairement à aucun moment se baser sur sa classification en tant que mini-Neptune pour espérer savoir à quoi elle ressemble. Au lieu de ça, il vaut mieux regarder du côté de ce que l'on a déjà pu en déduire grâce aux données fournies par différents télescopes tels que Hubble, Kepler, Spitzer et plus récemment James Webb. Car ça n'a l'air de rien, mais nos connaissances sur K2-18b ne sont pas inexistantes, loin de là même. Déjà, on sait que si la planète est riche en eau, ce qu'elle est, cette eau est probablement décomposée en hydrogène et oxygène dans les hautes couches de son atmosphère, et ce à cause des radiations de son étoile. On sait en effet que la planète contient de l'eau qui compose environ un dixième de son atmosphère, selon certaines théories. Par contre, il est très compliqué de dire si elle dispose concrètement d'un océan ou pas. Avec sa masse d'environ 8,6 fois la Terre pour 2,6 fois son rayon, il est possible que la pression de l'atmosphère soit suffisante pour qu'il n'existe pas de limite claire entre l'eau liquide et le gaz, mais plutôt une sorte de limite floue créant une transition progressive. Cela ne signifie évidemment pas que cela rend la planète inhabitable, mais on rentre là dans la théorie d'une planète plus gazeuse que solide. Une autre difficulté que la planète pourrait rencontrer est, justement, sa proximité avec son étoile. Vous allez voir.
Les naines rouges sont plus petites que le Soleil, ça vous l'avez compris. Cela signifie donc aussi qu'elles sont moins chaudes, que leur zone habitable est plus proche d'elles, et généralement, les planètes orbitant autour de naines rouges ont tendance à se verrouiller gravitationnellement autour de leur étoile. En gros, cela signifie qu'elles présentent toujours la même face à leur astre du jour, ayant ainsi une moitié dans une nuit éternelle, et l'autre dans un jour éternel. Et si ce n'est pas un critère permettant d'exclure toute habitabilité, ça veut dire que la planète doit rencontrer un climat assez extrême, avec des vents violents, ce qui, attention, n'est pas en soi un critère d'inhabitabilité. D'autre part, certains modèles climatiques pointent aussi du doigt la possibilité de voir des nuages s'y former, au vu de la quantité d'eau présente. Mais attention, là aussi, le verrouillage gravitationnel est une option, pas une certitude. C'est d'ailleurs quasiment impossible de savoir ce qu'il en est réellement. Bon, tout ça c'est très bien, mais les observations de Webb alors? J'y arrive. Déjà, et pour le moins intéressant, il permit de détecter la présence de méthane et de dioxyde de carbone, couplé à un manque d'ammoniac. Alors, je vous la fais courte, mais ce manque d'ammoniac pourrait être le signe qu'un océan en absorbe, l'empêchant de circuler dans l'atmosphère. En fait, c'est même le signe le plus intéressant que nous avons pouvant trahir qu'elle est une planète océan. Mais il y a aussi la possibilité que la planète ait un assez fort effet de serre, que cet océan soit perpétuellement proche du point d'ébullition, maintenu par la forte pression atmosphérique, ou qu'il soit tempéré et habitable. Ce qui m'amène au dernier point. Si l'observation dont je vais parler maintenant est un peu trop faible et devrait être répétée par Webb pour la confirmer, Webb aurait néanmoins permis de détecter la présence de sulfure de diméthyle. Bon alors je sais, dit comme ça ne donne pas envie de déboucher une bouteille de champagne. Mais le sulfure de diméthyle fait justement partie de ce que l'on nomme des biosignatures. Des composés chimiques qui, sur Terre, ne sont émis que par le vivant et pour lesquels on ne connaît pas de mécanisme d'apparition naturel n'importe où dans l'univers. Et dans le cas du sulfure de diméthyle, celui-ci est généralement le fruit du plancton. Mais il convient aussi de rester prudent. Cette observation est certes intéressante, mais elle ne dit pas que la vie se cache sur K2-18b. D'autre part, le fait qu'il n'existe aucun mécanisme connu menant à l'apparition d'un composé ne signifie pas que ce composé n'existe pas dans la nature, et même si trouver une biosignature est encourageant, c'est encore loin d'être suffisant pour oser prétendre avoir trouvé la vie. Néanmoins, ça démontre encore une fois les exceptionnelles capacités du télescope spatial James Webb en spectroscopie. En gros, dans ce cas-ci, l'idée est d'analyser la différence du spectre de l'étoile, qui contient les signatures de différents éléments, et de la comparer avec le même spectre lorsque la planète passe devant elle, et que la lumière de l'étoile traverse son atmosphère, afin de comparer les différences et détecter des éléments. Ainsi, cela montre que Webb pourrait peut-être nous aider à savoir si des exoplanètes plus proches et plus intéressantes sont habitables, voire, rêvons toujours, possiblement habitées. Mais en attendant, on risque de voir ici un bel emballement pour pas grand-chose, certains risquant malheureusement d'en profiter pour parler de découverte de vie sans nuancer le propos. Alors oui, cette découverte est intéressante, mais elle reste à confirmer, et elle ne signifie pas à elle seule qu'une planète océan grouille de plancton à 124 années-lumière d'ici. Ni que la culture du bananier y est florissante. D'ailleurs, pour ce type de planète, ce serait plus vraisemblablement une planète océan sans surface émergée. Mais bref, on reparlera de tout ça le moment venu. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.